Europe 1, il est 8h18. À l'interview politique d'Europe 1, Fabienne Amias, vous recevez Eric Alphen, magistrat et soutien d'Emmanuel Macron. Bonjour Eric Alphen. Bonjour. Alors est-ce un rêve qui se réalise pour vous ce matin ? Le rêve d'être devant vous ? Le rêve d'un gouvernement des juges qui règne en France ? Mais pour l'instant, on n'en est pas aux juges, on en est à la presse. Je ne sais pas si vous voyez un peu qu'en ce qui concerne M. Leroux, il n'y a pas eu pour l'instant d'intervention de juge. Il y a juste le parquet financier qui a dit qu'il allait intervenir. Mais au départ, si ménage il y a, si gouvernement il y a, c'est celui des journalistes, c'est-à-dire de vous et vos confrères. Après, pour le reste, je pense que depuis trop longtemps, les hommes et les femmes politiques qui se sont finalement répartis les postes, vivent un peu en delà de la réalité ou en deçà de la réalité. Ils sont entre eux. Et je pense qu'il y a des pratiques politiques auxquelles il faut mettre un terme. Alors on va revenir à la réalité en tout cas de cette campagne. Le Monde révèle que l'enquête sur l'emploi de Pénélope Fillon est désormais élargie à des soupçons d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux. Ce sont des termes qui claquent, contestés évidemment par l'un des avocats du couple Fillon. Vous avez été juge d'instruction, vous connaissez ce type d'affaires. La justice fait du zèle avant la présidentielle. On est estomaqué par la vitesse avec laquelle elle instruit. C'est pas une question de vitesse, elle fait des perquisitions peut-être parce qu'elle estime que lors de la première perquisition, tout n'a pas été découvert. Après, c'est pas la justice qui invente les pièces qu'elle saisit. Donc, vous comprenez bien que je peux pas du tout intervenir dans une affaire judiciaire en cours que je ne connais pas. Mais il est évident que si la justice mais vous avez été juge d'instruction, a des indices, et vous savez ce que c'est qu'être aussi mêlé à une campagne présidentielle. On se souvient des affaires de 95, etc., dans lesquelles donc, évidemment vous étiez. Tout ce que je peux dire, c'est que si le parquet a délivré un réquisitoire supplétif, c'est qu'il y a quelques indices qui laissent à penser que d'autres infractions ont pu être commises. Le Canard enchaîné affirme de son côté que François Fillon, pour sa société de conseil, a permis de mettre en relation ses clients avec le patron de Total et les autorités russes et aurait été rémunéré pour cela de la somme de $50 000. Mais là aussi, semble-t-il, et si toutefois c'est avéré, il n'y a rien d'illégal. Mais là, encore une fois, il ne s'agit pas de juge, il ne s'agit pas d'infraction, il s'agit éventuellement de morale, et il s'agit de savoir si on doit faire confiance à quelqu'un dont l'indépendance d'esprit ne semble pas être la qualité première. Je veux dire, est-ce qu'on peut être président de la République quand en même temps on a essayé de mettre en relation le président russe avec un intermédiaire financier, lorsque finalement on a fait œuvre de lobbyiste, et en plus pour un prix qui est quand même choquant pour un bon nombre de gens. Mais là vous êtes sur un terrain moral, pas sur un terrain de droit. Personne se place sur un terrain de droit en ce qui concerne les 50 000 euros ou 50 000 $. C'est juste que c'est un peu étonnant quand on est un élu de la République de passer son temps à autre chose qu'à l'intérêt général. Comment expliquez-vous l'équipe de François Fillon dénonce régulièrement, elle le fait encore ce matin, les fuites justement qui viennent. Ça se passe dans le bureau des juges et ça arrive dans nos rédactions, etc. Vous, encore une fois, vous avez été juge d'instruction pendant des années, vous connaissez ça par cœur. Comment ça se passe ces fuites ? Ce sont les juges qui appellent les journalistes ? Comment ça fonctionne ? Je veux bien parler des fuites. Mais elles sont dénoncées en permanence par François Fillon, donc c'est intéressant de vous entendre. Ce qui délabre quand même l'activité politique, c'est le comportement de quelques-uns. Alors c'est vrai qu'on peut toujours dire... oui, il y a trop de choses dans la presse, je suis d'accord. Bruno Leroux, c'est pas non plus, c'est pas les juges qui sont éventuellement en cause, c'est des informations qui ont été données peut-être par des gens qui connaissent ceux qui sont mis en cause. Mais de toute façon, il est évident qu'il y a un contrat entre l'électeur et l'élu. Au terme de ce contrat, l'élu doit représenter le mieux possible l'électeur et doit notamment faire privilégier l'intérêt général à l'intérêt particulier et aux petites combines entre amis. Et ces petites combines entre amis, ça fait trop longtemps que ça dure en France. Eric Alphen, qu'est-ce qui obligeait Bruno Leroux à démissionner ? D'abord, c'est plutôt digne de démissionner quand on est mis en cause. Tout le monde n'a pas fait la même chose. Deuxièmement, c'est évident que ça aurait été inédit si des policiers avaient été obligés d'enquêter sur leur patron, puisque je rappelle que la police n'est pas indépendante en France, elle est hiérarchisée, et donc à partir du moment où tout dépend du ministre de l'Intérieur, ça aurait été un peu curieux.
Mais Voilà. là aussi, on est sur un terrain moral. Il y a au moins... On n'est peut-être pas que sur un terrain moral. Là, Ce sera à la justice Voilà, de le peut-être dire. pas. Ce sera à la justice de le dire. Mais il y a la haute autorité de la transparence de la vie politique indique qu'en 2014, il y aurait au moins 20% de députés qui emploient un ou plusieurs membres de leur famille. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout? Autrement, comme ça, on aura des révélations chaque jour. Et doivent-ils tous aujourd'hui démissionner de leur fonction? On ne doit pas aller jusqu'au bout, on doit changer les pratiques. Et pour changer les pratiques, il faut d'abord changer la loi. C'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'il soit interdit aux députés d'employer un membre de leur famille. Il est évident que déjà, si on prend comme élus des gens qui ont un casier judiciaire vierge, comme le recommande d'ailleurs Emmanuel Macron, ça ira mieux. Et il est évident que si on pratique un renouvellement, que s'il y a un cumul des mandats dans le temps, ça fera venir des gens nouveaux dans la classe politique et des gens qui n'ont pas l'habitude d'être coupés des réalités. Je veux dire, quand on ne sait pas combien coûte un pain au chocolat, on ne peut pas bien représenter les électeurs. Alors là, je vois pas bien le rapport avec les affaires, mais je vois... Mais si, il y a une façon bien bizarre... la mémoire que vous avez de l'interview de Jean-François Copé dans ce studio avec Thomas. Il y a une façon bizarre de s'intéresser aux histoires d'argent quand on est malheureusement élu. Et donc, plutôt que de laisser ce discours du tous pourri aux partis extrémistes, qui eux-mêmes d'ailleurs ne sont pas indemnes de toute infraction, je pense qu'il est important que notre démocratie elle-même soit son propre médecin et essaye de décider d'agir autrement. On arrive sur quelques propositions concrètes, mais François Hollande promettait lors de sa campagne en 2012 une république exemplaire. C'était dans son programme, ça a nourri sa célèbre anaphore. Bruno Le Roux est le 5e ministre de l'un de ses gouvernements qui démissionne. Est-ce que dans ce registre, ce quinquennat est un échec absolu, le registre de l'exemplarité? Au moins, il y aura eu le mérite de créer la haute autorité, de faire un certain nombre de propositions et de passer aux actes en matière de transparence. Alors tout ça a été effectivement une conséquence de l'affaire Cahuzac. Il n'empêche que François Hollande a su réagir là-dessus. Après qu'il ait été entouré de gens qui, comme beaucoup d'autres élus, aient confondu l'argent public et leur argent, c'est un peu embêtant. Éric Alphen, quand on examine les propositions des candidats sur la transparence de la vie publique, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans cette élection, aucun, sauf peut-être Jean-Luc Mélenchon, ne va jusqu'à supprimer l'immunité parlementaire dont bénéficie le chef de l'État, mais aussi les élus. Ça figure dans la charte de l'association Anticor, que vous aviez contribué à lancer. Est-ce souhaitable? Est-ce que vous dites aujourd'hui, ce serait bien qu'il n'y ait plus d'immunité présidentielle pour les parlementaires, pour le président, de manière à ce que tout le monde soit justiciable en permanence comme les autres? Pour moi, oui, c'est pas forcément ce vers quoi tendent les partis politiques, parce que c'est compliqué. Mais par exemple, sur la levée de l'immunité parlementaire, sur le fait qu'un député ou un sénateur puisse être mis en garde à vue quand on a besoin de l'entendre, ça me paraît relativement normal. Personne n'est au-dessus des lois. Il faut bien comprendre que personne n'est irréprochable, l'électeur comme l'élu, vous comme moi. Mais personne non plus n'est au-dessus des lois, et donc il faut que les lois s'appliquent pour tout le monde. Oui, mais la loi, elle est aussi censée préserver l'exercice des responsabilités, l'exercice du pouvoir. L'immunité, elle sert à ça. C'est aussi pour ça qu'il y a une cour de justice de la République censée juger les élus. Vous souhaitez la supprimer. Pour vous, ils doivent être justiciables devant les mêmes tribunaux que vous et moi. Moi, par hypothèse, je suis plutôt opposé aux juridictions d'exception, parce qu'effectivement, tout le monde doit être jugé de la même façon. Est-ce qu'Emmanuel Macron, comme le réclame Benoît Hamon, devrait publier la liste de ses donateurs? En tout cas, au moins de tous ceux qui donnent davantage que 2500 €, c'est ce que réclame Benoît Hamon, pour qu'il fasse œuvre, lui aussi, de transparence totale. Mais il fait œuvre de transparence, puisque les donateurs seront connus des autorités qui doivent contrôler effectivement les comptes de campagne. Pour le reste, il n'y a pas d'obligation non plus. Ne le seront pas par le grand public, par nous. Mais j'ai déjà dit que la transparence est important, mais que l'honnêteté, ça l'est encore plus. Et donc, il n'y a absolument aucun soupçon sur la façon dont la campagne de Emmanuel Macron est financée. C'est sûr qu'il n'a pas un financement public comme les autres candidats, donc il se débrouille avec les dons des gens, et ces dons des gens sont relativement importants, mais pas suffisants, puisqu'il a dû emprunter 8 millions d'euros. Marine Le Pen a refusé de se rendre à la convocation d'un juge. C'était en vue d'une possible mise en examen. Elle doit répondre d'emplois fictifs pour ses assistants parlementaires au Parlement européen. Son patrimoine aurait, encore une fois, été sous-évalué. Et pourtant, elle est en tête ou à égalité avec Emmanuel Macron en tête dans les sondages. Est-ce que ça veut dire que votre combat est vain et qu'une grande partie de la population, finalement, se moque de cette transparence et se moque, finalement, du droit?
Il n'est pas à 20 tout simplement parce que Marine Le Pen, j'espère, ne sera pas élue. Pour le reste, comme vous venez de le dire, il y avait des systèmes qui étaient mis en place dans plusieurs partis politiques, tant le Front National au Parlement européen que les Républicains sous leur ancien nom au Sénat. Et c'est avec ce genre de pratique qu'il faut en finir. Merci Eric Alphen. Pardonnez-moi, j'ai une petite question à vous poser parce que je suis troublé d'entendre un juge parler de politique comme ça. On reproche au juge de se mêler de la campagne. Est-ce que c'est pas choquant qu'un magistrat soutienne un candidat ? Est-ce que vous n'auriez pas dû peut-être quitter la magistrature avant de vous lancer derrière Emmanuel Macron ? Alors j'ai fait une demande officielle de mise en disponibilité qui est partie par la voie hiérarchique il y a 3 ou 4 semaines. J'attends que le Conseil supérieur de la magistrature me la donne. Il ne faut pas que les choses soient claires, pour que vous quittiez la magistrature pour faire de la politique ? C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé. Après, il faut le temps que ça vienne. On est dans l'administration française. Pour le reste, il n'était rien interdit dans l'ordonnance 58 qui parle du statut de la magistrature aux magistrats d'être candidats à une élection politique. Et donc forcément, quand on est candidat, on est obligé de temps en temps de dire ce qu'on pense. Mais en tout cas, votre candidat, lui, a quitté la fonction publique pour se lancer à plein temps dans la politique. C'est ce que j'ai demandé à faire aussi. Merci beaucoup Eric Alphen d'être venu ce matin sur Europe 1 et à demain Fabien.